très chaleureux bienvenue à cette troisième édition du podcast organisé par le Fonds LMDF ensemble avec ADA sur la situation et impact du coronavirus dans plusieurs pays dans lesquels nous sommes actifs. Le titre de cette série est Voices from the Ground, alors les voix du terrain, et l'idée c'est d'avoir une dialogue très direct pour écouter, entendre, comprendre ce qui se passe sur le terrain dans les pays où les conditions pour gérer cette crise sont plus compliquées que chez nous. Nous avons commencé la série au Kenya. Après, il y avait une série dédiée à l'Asie du Sud-Est, Cambodge et Myanmar. Et cette troisième édition s'épanche sur un pays en Afrique de l'Ouest, donc région qui traditionnellement est une région importante pour nous, notamment le Burkina Faso. Le format de cette édition reste identique, c'est-à-dire on va commencer avec une série de questions et introductions menées par nous, et à la suite, il y a la possibilité de poser des questions aux participants en utilisant la fonction questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Donc, vous pouvez écrire des questions et moi, je vais les transmettre aux participants afin qu'ils puissent répondre. Moi, je m'appelle Caspar Wansleben, je suis le directeur exécutif du Fonds LMDF et j'ai le plaisir de modérer cette séance en français. Normalement, c'est mon collègue Apricot Wilson qui fait la modération pour les podcasts en anglais. Alors, nous avons avec nous, je pense, une excellent groupe d'intervenants qui peut représenter différentes facettes de la situation au Burkina. Nous avons Madame Giebré, qui est la directrice de l'ancienne microfinance Graine, lancée en 2006, une institution qui est connue pour son engagement au milieu rural, qui puis une méthodologie à la fois groupale et individuelle. Donc, il y a une certaine diversité des approches dans la méthodologie à voir dans ce contexte de crise. Nous avons Catherine Lisiard, qui est la chargée de projet ADA dans la région en charge de l'initiative Digital Finance, qui travaille chez ADA depuis 2 ans, mais qui est basée au Burkina depuis 10 ans. Et finalement, nous avons M. Kirakoya, qui est le directeur de l'institution microfinance ACEP, une institution de microfinance qui utilise des méthodologies individuelles, surtout pour les petites et moyennes entreprises au milieu urbain. Donc, c'est-à-dire, vous voyez déjà par cette introduction, je pense qu'on a toute une multitude de perspectives sur cette crise au Burkina. Je propose qu'on commence avec Catherine, avec la question, Burkina était le premier pays africain pour avoir un cas confirmé infection COVID-19. Qu'est-ce que c'est la situation aujourd'hui? Alors, le premier cas a été détecté début mars, le 9. À ce jour, il y a à peu près 540 cas qui ont été détectés et plus de 250 personnes qui ont été guéries et malheureusement 32 décès. Le gouvernement a pris des décisions assez tôt. Donc, depuis le 11 mars, les rassemblements sont interdits et depuis le 16 mars, les écoles, les établissements d'enseignement sont fermés sur tout le territoire. Et depuis le 21 mars, il y a un couvre-feu qui est mis en place de 19h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire. Donc, ça veut dire que les personnes qui avaient des activités de 19h à 5h du matin aujourd'hui n'ont plus d'activité ou ont été obligés de se reconvertir dans l'urgence. Donc, les lieux de rassemblement également sont fermés, tous les restaurants, tous les bars, les lieux de culte également. Et les frontières aériennes et terrestres sont fermées, sauf pour le fret et pour les activités militaires aussi liées à l'insécurité du pays. Maintenant, depuis le 26 mars, les principaux marchés, les plus grands marchés de Ouagadougou sont fermés.
Donc ça aussi, ça représente un manque à gagner certain pour les commerçants qui y travaillaient. Donc aujourd'hui, il y a 36 marchés qui sont fermés sur 85 au total dans la capitale. Et les villes du Burkina qui connaissent au moins un cas de Covid sont mises sous quarantaine. C'est-à-dire qu'on ne peut ni rentrer et ni sortir de la ville. Voilà. Et des décisions ont été prises aussi, des mesures sociales, économiques et fiscales ont été prises par le gouvernement. Maintenant, il faut qu'elles soient mises en application. Ça demande aussi un certain délai. Et à partir du 27 avril, on doit tous porter le masque. Très bien. Donc, il y a des mesures qui sont dans un certain degré comparables à ce qu'on vit ici. Maintenant, sauf qu'il n'y a pas de confinement ici. Il n'y a pas de confinement, mais il y a quand même une restriction de sortir la nuit. Il y a une fermeture de beaucoup de lieux publics. Dans quelle mesure est-ce que, parce que le contexte est quand même différent, quelles mesures de support est-ce que le gouvernement envisage, notamment au segment qui sont les clients de la microfinance, donc plutôt le secteur informel, qui ne sont pas dans une relation de travail formalisé. Est-ce qu'il y a des initiatives et quelle forme? L'accès à l'électricité, l'accès à l'eau dans les fontaines publiques est gratuit maintenant pour tout le monde. L'accès à l'électricité pour les premières tranches de consommation d'électricité sont gratuites. Voilà les principales mesures. Et puis, au niveau fiscal, il n'y a pas de pénalité de retard s'il y a des retards de paiement. Voilà les principales mesures. Merci. Alors peut-être si on commence avec Madame Giembré et la situation plutôt au milieu rural. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire sur l'impact de la crise dans un contexte qui était déjà assez compliqué en vue de la dégradation de la situation de sécurité dans beaucoup de zones du Burkina? Maintenant, il y a cette crise qui s'ajoute. Comment vous le sentez comme institution et comment vous sentez l'impact sur vos clients? Merci. Donc, je dirais que GREN, c'est le groupe d'accompagnement à l'investissement et à l'épargne qui officie en milieu rural principalement. Comme vous l'avez dit, nous sommes nés en 2006 de la transformation institutionnelle d'un programme de l'ONG CRS. Donc, notre activité vraiment est orientée vers le milieu rural avec une proportion importante d'activités avec les groupes. Donc, nous travaillons avec des groupes informels beaucoup plus et des groupes formels aussi. Du point de vue de la situation de l'insécurité, si je peux commencer par là au Burkina Faso, je dirais que nous sommes affectés à ce niveau sur 4 guichets. 4 guichets où aujourd'hui nous sommes obligés de réduire nos activités. Donc, surtout les activités avec les groupes solidaires dans la zone nord-est, dans la zone est, sont vraiment ratatinées. Ce qui nous oriente aujourd'hui beaucoup plus vers des activités avec les individus à l'intérieur des petites villes où les guichets sont. Du point de vue du Covid, je dirais que la situation encore vient aggraver notre situation globale, dans la mesure où les sites déjà affectés par l'insécurité sont plus ou moins fermés parce que l'activité vraiment est au ralenti. Et maintenant, pour les autres sites, ce que nous avons entrepris, c'est dans un premier temps, dès les premiers moments, nous avons stoppé tout ce qui est décaissement. Et nous avons la collecte de la tontine que nous avons totalement arrêtée aussi. Et depuis la semaine dernière, nous avons commencé le système de rotation pour permettre au personnel de ne pas se contaminer et avec la mise en œuvre de tout le dispositif sanitaire au sein de nos guichets. Donc,
à ce niveau, tout ce qui est activité avec les groupes de femmes, avec les groupes d'hommes, tout cela est totalement suspendu. C'est avec les individus, nous essayons aujourd'hui, à l'intérieur des grandes villes où les guichets sont, de travailler. Mais c'est vraiment un impact, je dirais, très lourd pour nos clients, puisqu'aujourd'hui, ceux qui sont en fin de crédit, qui ont remboursé, nous avons mis en stand-by compte tenu du fait que nous ne maîtrisons pas vraiment, nous ne maitrisions pas les contours de la chose. Donc, nous avons voulu quand même nous donner un temps pour étudier avant de revenir. Donc, dès la semaine prochaine, nous mettrons en place un plan de continuité qui va nous permettre de relancer les activités. Si je prends par exemple la fermeture des yards, nous avons beaucoup de nos clients qui sont en activité dans ces yards-là, à l'intérieur dans les marchés, pardon, dans les marchés. Du coup, les remboursements deviennent difficiles puisqu'ils n'ont plus d'activité. Donc, cela va impacter négativement la qualité de notre portefeuille. Ça impacte aussi leur activité dans la mesure où c'est des crédits renouvelables que nous donnons. Du coup, si la dame a remboursé et qu'elle ne peut plus mener une activité, vous voyez un peu ce que ça fait sur sa vie économique et sociale. Voilà. Globalement, ce que je dirais. Peut-être une question oui. sur... Donc, il y a une suspicion de l'activité, sauf le recouvrement dans certains cas limités. Oui. Maintenant, par rapport au cycle agricole, est-ce que ça pose des risques, que ça a des répercussions sur les cycles agricoles, sur l'activité agricole, sur la sémence de certains cultifs? Juste pour avoir une idée de l'impact que ça représente sur le terrain, toute cette situation de suspense. OK. La suspension, nous l'avons fait nous avons démarré la suspension dès le début de la crise. Actuellement, ce que nous faisons, nous avons mis en place un crédit d'urgence pour prendre en compte les activités qui sont comme les restaurants, les boutiques, les alimentations qui ont besoin de fonds de roulement compte tenu de la situation. Et du point de vue de l'agriculture, ce que nous, généralement dans notre cas, les crédits agricoles commencent à partir de mai. Donc nous pensons que nous allons pouvoir les financer. À ce niveau, l'impact ne sera pas très énorme puisque nous allons reconduire les crédits à ce niveau, même si nous n'allons pas avoir une croissance de notre portefeuille. Nous allons accompagner les producteurs à pouvoir mener leur activité vu que déjà en mai, les pluies commencent, en juin, pardon, les pluies commencent et nous espérons quand même qu'en leur donnant de quoi démarrer leur activité, ils pourront atteindre leurs objectifs. Donc, à ce niveau, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de dommages. Je dirais beaucoup plus pour les activités commerciales, telles que les activités d'entretien, les mécaniciens et autres, les femmes qui mènent des activités de revente, de tout ce qui est habits et autres. C'est là où nous avons mis vraiment une suspension totale parce que nous ne pensons pas que c'est la période où il va falloir continuer une activité sur ces volets des AGR. Merci. Si nous tournons plutôt vers le contexte urbain et le contexte des petites et moyennes entreprises, Monsieur Kirakoya, peut-être vous pouvez nous décrire de la même manière, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui, l'impact sur votre clientèle? Est-ce qu'il y a des différences entre différents segments de cette clientèle et au niveau de votre travail
comme institution de microfinance à fournir des services dans une situation extrêmement difficile à vos clients. D'accord, merci, merci à Caspar et à toute l'équipe de LMDF de me donner l'opportunité de participer à ce call, de partager notre modeste expérience vis-à-vis de la crise et d'apprendre aussi des autres. Donc, oui, comme vous l'avez si bien dit, ACEP est spécialisé dans l'octroi direct des crédits aux très petites entreprises et aux PME, notamment des milieux urbains et semi-urbains. Donc, il faut dire que la crise a quand même eu un impact sur nos activités parce que, comme vous le savez, la crise a démarré à Ouaga et après à Bobo, donc les grands centres urbains où sont implantées des agences d'ACEP. Donc, nous avons une clientèle PME essentiellement où les approvisionnements se font essentiellement avec des partenaires extérieurs comme la Chine, la Turquie, voilà. Et donc, dès le début de la crise, avec la fermeture des frontières chinoises, nous avons des PME qui avaient déjà été affectés parce qu'ils n'arrivaient plus à s'approvisionner avant même qu'on ait le premier cas au Burkina. Donc, après le premier cas, il y a des mesures qui ont été très rapidement prises par le gouvernement. Donc, notamment les couvre-feux dont on parlait, la fermeture des grands marchés et voilà, des grands centres de rassemblement et autres. Donc, du coup, on a des clients aujourd'hui qui sont impactés, qui n'arrivent plus à exercer leur activité parce que ils sont dans des marchés aujourd'hui qui sont fermés. On a d'autres qui sont épargnés de ces fermetures, mais qui n'arrivent plus à s'approvisionner parce que les frontières aussi sont un peu fermées. Donc, du coup, ça aussi a un impact sur notre activité, notamment sur les remboursements et aussi sur les octrois. Donc, nous avons pris des mesures internes, premièrement pour pas tout de suite stopper les octrois, mais c'est de limiter, de mettre en place des crédits d'urgence et de continuer à financer les clients dont les activités aujourd'hui ne sont pas menacées, ne sont pas touchées par les mesures. Donc, nous avons aussi décidé de rester en contact avec tous nos clients à travers les agents de crédit qui ont reçu des crédits de communication. Donc, au moins une fois dans la semaine, tous les clients sont contactés au téléphone pour comprendre, essayer voilà, de comprendre comment ils vivent la situation et puis aussi de leur remonter un peu le moral. C'est l'appui qu'on peut apporter pour le moment. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui une localité qui est un peu au nord du Burkina. On a une agence à Kaya. C'est une agence qui était déjà affectée par la crise sécuritaire. Et aujourd'hui, cette agence, on a plus de problèmes de recouvrement dans cette agence parce que pour le moment, il ne présente pas de cas de Covid. Mais je pense que la mise en quarantaine de la ville de Ouagadougou impacte un peu l'économie de cette partie du pays. Donc, on commence à enregistrer beaucoup de demandes de reports d'échéance venant des clients de cette agence. Donc, pour revenir un peu sur les mesures que nous avons prises de façon à l'interne pour pouvoir, parce que nous avons fixé les priorités, c'est la santé des collaborateurs et des clients. Et après, c'est notre participation aussi à la relance économique. Donc, pour revenir sur la santé, nous avons loué des bâches que nous avons placées dans toutes les agences pour permettre aux clients de pouvoir attendre tranquillement à l'ombre et de faire les opérations après parce que nous tenons aussi à respecter les mesures de distanciation sociale. Donc, on a un nombre limité de clients qu'on a en agence. Et après ça, nous avons doté toutes les agences de gel et pour nettoyer les mains.
Et puis aussi tout le personnel sur le terrain, on a des cache-nez, des gels et des gants pour ceux qui manipulent les documents et l'argent. Et puis aussi, on fonctionne dans un système de rotation pour ne pas garder tout le personnel. Donc, nous avons fait des stress tests sur une base réaliste, pessimiste et optimiste. Voilà, parce que nous savons que tôt ou tard, on risque de faire face à une crise de liquidité. Donc, pour nous, la priorité aussi, c'est de sécuriser la liquidité pour permettre aux clients de toujours pouvoir toucher leur épargne. Et donc, continuer à faire le crédit parce que on remarque une certaine morosité de l'économie, donc due à la fermeture des marchés et voilà, la psychose. Donc, on a des activités, comme l'a dit Madame Guébry, telles que la restauration, qui ont toujours besoin de fonctionner, qui ont besoin de fonds de roulement. Donc, on a des crédits d'urgence pour permettre à ces activités-là de continuer. Par contre, on a des secteurs d'activité aujourd'hui qui sont carrément arrêtés, tels que le transport. Donc, on ne fait plus de financement dans ce type d'activité. Donc, voilà de façon résumée comment nous vivons la situation et les mesures aussi que nous avons prises à l'interne pour essayer de faire face à cette crise. Donc, pour terminer, nous avons fait une mise à jour de notre cartographie des risques parce que nous avons identifié des nouveaux risques liés à la crise Covid que nous avons intégrés et pour pouvoir aussi élaborer notre plan de continuité. Merci. Et juste pour rappel, donc, vous pourrez déjà poser des questions dans la section questions et réponses que vous voyez comme fonctionnalité sur votre écran et nous allons collecter toutes ces réponses. Donc, si par rapport à un élément que vous écoutez, vous voyez ici, donc vous pouvez tout de suite poser cette question. Laissez-moi poser une question directe. Donc, vous avez dit, si j'ai bien compris, donc ACEP comme institution reste largement ouvert et opérationnel, donc vos agences sont ouvertes, donc il y a une certaine normalité dans les opérations, sauf que tout déboursement est fortement réduit. Vous avez aussi dit qu'il y a ce contact direct avec les clients, donc tous vos officiers de crédit sont en contact sémanal avec les clients. Et qu'est-ce que sont les messages qui en ressortent? Qu'est-ce que sont les demandes? Qu'est-ce que sont les préoccupations de vos clients? D'accord, merci. Donc, effectivement, de ces contacts, nous avons quand même des retours des clients. Il y a des clients qui sont satisfaits de la démarche que nous avons entreprise. Donc, mais ce qui nous revient le plus souvent, ce sont les difficultés liées au remboursement des échéances, les mois à venir. Donc, la plupart des clients demandent déjà comment ils peuvent faire pour bénéficier d'un report d'échéance. Donc, du coup, nous, on a mis en place des comités dans toutes les agences. Il y a un comité central au niveau du siège pour apprécier cette demande de report d'échéance. Parce que, comme vous le savez, il y a des activités aujourd'hui qui ne sont pas impactées, donc qui continuent de tourner normalement, même si on peut noter quand même une baisse au niveau du chiffre d'affaires, mais on a des activités qui peuvent toujours continuer à honorer les échéances. Donc, ces demandes de report seront vraiment analysées et voilà, au besoin, on pourra apporter un crédit complémentaire aux clients pour permettre de retrouver un niveau normal de l'activité, de pouvoir honorer ces échéances. Donc, nous avons aussi des clients qui ne peuvent pas se déplacer, voilà, et qui veulent aussi un accompagnement d'ACEP. Bon, mais à ce niveau, je déploie notre produit de finances digitales, notamment les opérations via OTM. Donc, voilà. Et c'est vrai que ces projets étaient déjà en cours. Ces projets ont connu un ralentissement, mais nous sommes en train d'accélérer ce processus avec Orange
pour pouvoir permettre aux clients qui le désirent de faire des opérations depuis leur compte Orange. Je pense que c'est un grand défi, mais aujourd'hui, je pense que la situation ne nous laisse pas le choix. Donc, voilà. Il y a quelques retours qu'on a, en tout cas des clients, voilà, de ces contacts. Donc, voilà, on le fait aussi par SMS et on a mis en place un comité marketing qui est chargé aussi derrière de s'assurer que les agents du crédit font correctement leur travail pour rassurer les clients, parce que l'objectif, ce n'est pas vraiment de parler d'argent, mais c'est de les apporter un appui psychologique et de leur dire que voilà, il y a la vie après la crise. Merci. Madame Djebri, cette approche assez pour l'instant de dire, OK, on va regarder cas par cas et restructurer le crédit s'il y a besoin, parce qu'effectivement, les clients aujourd'hui ne génèrent pas de revenus, donc il faut changer les conditions du crédit. Comment vous les gérez aujourd'hui dans une situation où vous avez plus de réunions de groupe, donc la méthodologie groupale n'est pas possible de suivre une méthodologie groupale. En même temps, vous avez un certain stock de crédit qui est en cours. Qu'est-ce que c'est la stratégie pour l'instant de l'institution et comment vous voyez la semaine? Okay. Donc, par rapport au remboursement, ce que nous avons mis en place, c'est que nous avons activé les comptes marchands pour permettre à nos clients via Orange, via Mobicash, de faire les remboursements. Mais dans un premier temps, nous avons fait une communication téléphonique pour les informer de la situation et leur donner leur échéance. Les encourager aussi à tenir compte des mesures gouvernementaux. Donc, du coup, en mettant en place ces comptes marchands, il y a certains clients quand même qui acceptent de venir au guichet. Et au niveau des guichets, comme je l'ai dit tantôt, nous avons mis tout le dispositif sanitaire en place et nous acceptons que les clients viennent eux-mêmes faire un certain nombre de remboursements. Mais il faut dire que dans certains de nos guichets, il y a la quarantaine qui joue énormément. Donc, à ce niveau, quand c'est seulement à partir des remboursements wallet que nous pouvons collaborer avec nos clients. Pour ce qui est des réunions, en tout cas à ce niveau, la totalité est suspendue. Mais des retours que nous recevons du terrain, c'est que les gens sont conscients que la situation de crise est là, mais là où les clients manifestent le besoin de continuer les activités, nous avons aussi un comité qui travaille à évaluer ces besoins-là, à regarder quelles sont les activités menées par ces clients, en regardant aussi leur historique en termes de crédit. Nous optons de redémarrer doucement l'activité avec un certain nombre de secteurs d'activité comme l'agriculture dont j'en ai parlé, comme les restaurants et autres. Il y a des villes où le Covid, ils n'ont pas de cas. Si je prends le cas de Nouna, par exemple, où les clients sont venus au guichet pour demander vraiment qu'on puisse leur permettre de continuer leur activité puisqu'ils n'ont pas de cas. À ce niveau aussi, nous avons levé la suspension que nous avions mis là pour leur permettre d'avoir accès au crédit et de mener les activités. Mais il faut dire que dans cette zone, c'est une zone où beaucoup plus la maraîchiculture est beaucoup plus vivante. Et donc, nous avons permis, par exemple, à ces clients-là de pouvoir mener les activités en donnant des crédits, bien sûr, en lien avec l'activité, mais des crédits d'urgence, surtout pas de longue durée.
Merci. Je pense nous sommes à un moment où, au moins nous, comme fonds, on commence à réfléchir beaucoup sur les actions dans les prochains mois qui peuvent aider au secteur de jouer un rôle dans la sortie de cette crise qui peut durer, mais où encore on voit que cet impact économique, surtout sur le secteur informel et ceux qui n'ont pas de réseau de sécurité, est le plus sévère. On entend déjà plusieurs solutions, donc déjà dans le podcast du Kenya, mais aujourd'hui aussi ici, on a entendu que le vecteur digital, donc digitaliser certains processus pour qu'ils nécessitent plus un contact direct pour être un chemin à accélérer. Et Catherine, est-ce que le secteur est prêt pour ça? Alors, au Burkina, déjà, pour l'utilisation du mobile money, dont M. Kirikoya et Mme Gibré ont parlé, aujourd'hui, il y a à peu près 71% des adultes qui ont un abonnement téléphonique, donc qui ont un téléphone et parmi ceux-là, il y a 43% des personnes qui ont un wallet, un porte-monnaie électronique, qu'ils peuvent utiliser pour faire des paiements, donc éviter de toucher des espèces, qui est aussi qui peut être vecteur de contamination. Voilà, donc l'utilisation d'un porte-monnaie électronique est largement utilisée aujourd'hui au Burkina, mais 43% de la population uniquement, avec un réseau d'agents des opérateurs télécoms, des 3 opérateurs télécoms, qui est aussi largement représenté sur tout le territoire. Maintenant, il y a des zones où il n'y a pas accès au réseau téléphonique et il n'y a pas accès au réseau Internet. Donc, les personnes qui vivent dans ces zones rurales-là, de toute façon, n'ont pas accès à ce service. Le challenge pour les institutions de microfinance dans ces processus de digitalisation, c'est déjà d'avoir les bases pour être prêt à intégrer automatiquement un porte-monnaie électronique. C'est-à-dire que le client de chez lui, il peut rembourser 30 € de son crédit et ça impacte directement son compte chez Graines ou chez ACEP. Ce type de solution-là n'existe pas encore au Burkina. Voilà. Et pour ça, il faut que l'institution aussi soit prête à le faire, c'est-à-dire qu'elle ait ainsi un logiciel qui soit prêt à s'intégrer, à dialoguer avec les opérateurs télécoms, qu'elle ait un logiciel qui centralise toutes les informations de toutes les agences, qu'il y ait un réseau dans toutes ces agences, un réseau Internet ou un réseau d'interconnexion. Et ça, dans l'urgence, c'est très difficile à mettre en place. Pourquoi? Parce que ça demande un long temps de préparation et des budgets qui sont assez conséquents pour des institutions de microfinance. Donc, dans l'urgence, ce que les institutions de microfinance font, c'est qu'elles ouvrent un compte, un wallet pour leur agence. Et donc, les clients peuvent transférer leur argent sur ce numéro de téléphone de l'agence, sur ce porte-monnaie électronique de l'agence. Et ensuite, c'est ressaisi manuellement dans le système d'information, dans le logiciel. Donc, ça nécessite aussi une activité de contrôle supplémentaire, parce qu'il y a des risques à faire des transactions manuelles. Mais c'est déjà très bien qu'il y ait ce type de procédure qui soit mise en place. Merci. La digitalisation, en tout cas au Burkina, c'est une réelle envie. Les institutions de microfinance souhaitent y aller. Il faut qu'elles soient prêtes et c'est pour ça aussi que le projet Digital Finance Initiative de ADA appuie les institutions de microfinance partenaires dans la mise en place de leur transformation digitale. D'accord, donc il nous Peut-être reste… qu'à ce niveau, j'allais ajouter. Oui, je crois qu'à ce niveau, nous allons encore réitérer notre reconnaissance à ADA qui a pu, en tout cas, nous accompagner à changer de logiciel. Aujourd'hui, si nous pouvons même travailler à travers les wallets que nous avons mis en place pour Graines, c'est parce que nous avons eu ce nouveau sigle qui nous donne beaucoup plus d'opportunités. Et nous sommes en train d'activer, par exemple, les SMS pour pouvoir envoyer les messages à nos clients et aussi activer
les mouvements de comptes déplacés. Cela va permettre beaucoup à nos clients qui ne peuvent pas, qui sont en déplacement dans d'autres villes, de pouvoir faire les transactions avec Essence. Et ça, c'est vraiment important. Comme elle a dit, la digitalisation vraiment est un défi, un challenge pour nous tous. Mais pour compléter, si je peux me permettre, Oui. la priorité, en tout cas aujourd'hui, c'est pas de mettre en place des projets digitaux, mais c'est de mettre en place un plan de continuité d'activité pour toutes les institutions de microfinance. Le Burkina est en crise sécuritaire depuis maintenant 2015, est aujourd'hui en crise liée au Covid, et il y a toujours des institutions de microfinance qui n'ont pas anticipé un plan de continuité des activités. C'est un fait, voilà. Donc, comment le faire? Il faut absolument communiquer aux clients et au personnel. Il faut gérer ses liquidités au quotidien. Il faut adapter les activités comme on l'a vu. Et il faut gérer les recouvrements sur les impayés. Et à ce titre-là, ADA a mis à disposition justement une note, des propositions pour mettre en place une continuité d'activité qui est disponible sur le site de ADA. Voilà, ça peut aider d'autres institutions aussi. Alors, une bonne référence pour tous ceux qui écoutent et qui sont en train de réfléchir comment réagir, des ressources disponibles à ADA à travers les volets d'assistance technique. Alors, nous sommes déjà presque à la fin de ce podcast, qui est toujours limité à 45 minutes. Nous sommes assez stricts là-dessus. Et nous avons pas mal de questions, donc je vais peut-être commencer par les questions. Première question. Donc, pourcentage ou le quote-part de l'économie informelle dans l'économie au burkinabé. Et en vue de ce qu'on a écouté dans d'autres pays, est-ce que cette économie informelle, donc hors système de régulation étatique, de sécurité sociale, de contrats de travail, etc., est-ce que c'est un secteur qui touchait plus que d'autres secteurs? Je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être M. Kirakoya, vous voulez? Oui, merci. Donc, oui, évidemment, le secteur informel, je pense que est très important. Il y a quand même une grande proportion au niveau de l'économie du Burkina. Et aujourd'hui, quand on regarde toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie, touchent essentiellement le secteur informel. Donc, nous avons des commerçants qui exercent dans les marchés et voilà, et aussi des clients qui sont dépendants de ces commerçants-là, de ces grossistes. Donc, une fois que les grossistes n'arrivent plus à s'approvisionner, les détaillants aussi subissent, voilà. Donc aujourd'hui, et nous, institutions de microfinance qui travaillons beaucoup avec ces couches-là, sont beaucoup plus exposées que les banques. Parce que les banques travaillent avec des PME de grande taille et avec aussi des particuliers comme les salariés. Alors que nous, une institution comme MACEP, on travaille exclusivement avec des clients commerçants. Donc voilà. Et aujourd'hui, on ressent vraiment cette crise plus que les banques. Donc, je dirais sans aucun doute que le secteur informel aujourd'hui est plus touché par cette crise. Donc, alors voilà, ils ont quand même une grande part une grande proportion au niveau de l'économie. Merci. Prochaine question, je pense une question très intéressante un peu sur l'avenir. La question est que la liquidité et l'accès à des lignes de crédit qui permettent d'avoir de la liquidité est un élément clé pour beaucoup de clients. Comment vous voyez, est-ce que vous êtes en position de répondre aux besoins de liquidité une fois que les mesures de
mesures de protection sont diminuées? Est-ce qu'il y a une sorte de phase de relance? Comment vous y projetez? Qu'est-ce que pourrait être votre rôle? Et aussi, qu'est-ce que c'est le lien entre de nouveaux lignes de liquidité et le fait d'avoir ou d'être obligé à restructurer le crédit? Peut-être M. Kyriakoia peut commencer parce qu'il y a une question pareille à la suite spécifiquement pour Graine. Il y a peut-être un problème de connexion. On a perdu. Allô, je n'ai pas très bien entendu. Oui, Alors, moi aussi je vous entends. Bon, mais j'ai entendu juste une partie de la question. D'accord. Allez-y. Donc, la question était comment injecter de nouveaux liquidités dans l'activité de vos clients? Est-ce que vous êtes en position pour le faire? Et quid des restructurations? D'accord. Bon, effectivement, nous avons identifié 3 volets qui nous paraissent être les plus importants pour une sortie de crise, notamment pour la gestion de cette transition. D'abord, c'est le contact, rester en contact avec les clients. Et le deuxième défi, c'est celui de la liquidité, voilà, dont on parle aujourd'hui. Donc, je pense je parlais tantôt des stress tests que nous avons fait pour pouvoir gérer au quotidien la trésorerie. Donc, pour nous, le plus important d'abord, c'était de disponibiliser, de rendre disponibles les dépôts des clients. Voilà, donc nous avons un encours global de 5 milliards en termes de dépôts parce qu'il ne s'agit pas d'épargne, c'est des dépôts à vue. Donc, dans un premier temps, on s'est dit qu'il est impératif de rendre cette épargne disponible pour que les clients puissent faire les opérations en toute voilà. Et après, c'est de voir comment disposer d'une trésorerie voilà, nécessaire pour pouvoir accompagner la relance économique. Donc, nous, avant la crise, on était en discussion avec plusieurs partenaires européens et voilà, étrangers et partenaires locaux pour voilà, des financements. Donc, on avait déjà pratiquement bouclé certains dossiers. On a fait les due diligence et on était juste à la phase d'approbation. Donc, je pense qu'avec tous ces partenaires, on a gardé le contact. Ils sont toujours disposés à décaisser les crédits aux dates, en tout cas souhaitées. Et nous avons aussi essayé, avec l'appui d'ACEP Group, de rechercher des partenaires qui seront prêts à nous faire des crédits d'urgence. Donc, on a ACEP Group lui-même qui est prêt à accompagner ACEP si toutefois on a besoin de liquidités. Donc, je pense qu'on a revu notre plan de trésorerie et on a intégré tous les risques possibles de nos remboursements. Donc, par exemple, sur une base, sur une hypothèse pessimiste, on s'est dit qu'on n'aura que 40% des remboursements d'ici décembre. Donc, et en fonction de ça, nous avons quand même pris des mesures pour pouvoir toujours avoir la liquidité, la trésorerie nécessaire pour faire face à tous ces événements-là. Donc, voilà, je pense que le stress test que nous avons réalisé nous donne plus d'informations, nous permet d'être un peu proactif par rapport à la liquidité. Donc, aujourd'hui, je pense que le maximum est fait. Et si nos partenaires financiers, les bailleurs, ne nous font pas faux bons, je pense que nous pourrons en tout cas continuer à assurer le minimum des octrois, et pouvoir payer les salaires, et pouvoir engager les dépenses, je dirais, nécessaires pour le fonctionnement de l'institution jusqu'à fin décembre. Voilà. Merci. Donc, aussi, un message important que dans la phase de sortie de la crise, d'avoir accès à plus de financement. Donc, les institutions de microfinance auront besoin
de financement de leurs créditeurs. Donc, ça, c'est un message important à considérer à notre niveau. Prochaine question à Guérin. Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de recouvrer les crédits auprès des femmes des marchés? Donc, ces activités aujourd'hui sont complètement suspendues. Est-ce qu'il y a moyen de recouvrer ces crédits après? Et est-ce qu'il y a une planification systématique pour une restructuration ou un rééchelonnement de ces crédits pour éviter que tous ces crédits tombent dans la catégorie de impayés au niveau des portefeuilles? Merci. Donc, à notre niveau, nous avons aussi essayé de faire la gestion de la liquidité en regardant aussi quelles sont les possibilités de remboursement qui nous restent. Et je crois qu'à ce niveau, au niveau des femmes qui sont dans les marchés, nous pensons que peut-être 25% des crédits seront remboursés. Donc, nous avons fait un recensement de ces crédits-là et nous regardons aujourd'hui, nous sommes en train d'analyser pour pouvoir rééchelonner certains. Et à ce niveau, effectivement, le rééchelonnement va être beaucoup plus, mais avec à l'idée une possibilité de perte si l'activité ne redémarre pas rapidement. Donc, pour ce qui est du refinancement de notre activité, nous dirons que nous gardons toujours le contact avec nos partenaires aussi, surtout les partenaires à l'externe, pour voir dans quelle mesure nous pouvons relancer en temps opportun les négociations pour avoir de la liquidité nécessaire pour subvenir non seulement aux besoins, prendre en charge les charges récurrentes de la maison, mais aussi continuer le crédit pour les activités qui peuvent être menées. Donc, la partie des clients qui sont dans les marchés demeure un défi en tout cas, où nous pensons vraiment c'est le rééchelonnement et donner des crédits complémentaires aussi pour leur permettre de relancer leur activité à temps voulu. Donc, c'est un suivi quotidien de la trésor que nous avons entrepris pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a déjà dépassé le temps prévu. Donc, on va peut-être terminer ce podcast ici avec un grand merci à tous les participants d'avoir pris le temps. Je pense que le message pour moi est un peu que on est maintenant au milieu de cette gestion de crise qui est inédite et qui a nécessité de réponses nouveaux. Mais je pense aussi on commence à voir qu'il y a beaucoup de travail pour le secteur à la sortie de la crise et pour jouer un rôle. Et ça, c'est un domaine où il faut surtout travailler et réfléchir dans les prochaines semaines pour être prêt à jouer ce rôle constructif à la suite. Et comme nous avons entendu, c'est une responsabilité partagée dans toute la chaîne, donc entre bailleurs, financeurs, assistance technique, institutions et effectivement aussi la bonne volonté des clients d'être honnête avec les institutions, d'accepter des restructurations pour avoir accès à des nouveaux instruments de financement qui permettent à relancer leur activité. Alors, merci beaucoup. Et je pense la prochaine session, ça sera le 23 avril et ça sera pour l'Amérique latine. Donc, on va traverser l'Atlantique pour entendre de nouveau en anglais la perspective des institutions de microfinance et du secteur en Amérique latine. De nouveau, un grand merci. Merci d'avoir écouté. Merci et n'oubliez pas les bons gestes. Merci. Merci en tout cas LMDF pour toute cette opportunité qui nous est donnée. Merci.